Merci encore une fois de votre constante fidélité, de votre soutien sans faille à Chérifla Télévision. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100 langues de bois. 100 langues de bois, comme vous le savez, c'est débattre de tous les sujets sans tabou avec des personnalités politiques, économiques, religieuses. Et aujourd'hui, justement, 100 langues de bois se fait l'immense plaisir de recevoir monsieur Moussa Sinko Coulibaly. Alors, pour les besoins de cette émission, j'ai dû faire appel à un collègue de la presse écrite. Bonjour, monsieur Alexis Calambri. Alexis Calambri, qui est le directeur de publication du journal Les Échos. Alexis, comment ça va? Ça va, merci, bonjour. Bien? Merci. Bien. Tout va bien. Merci. Alors, on va mener le débat tout au long de 26 minutes. 26 minutes chrono pour parler avec notre invité du jour. Bonjour, monsieur Sinko. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Je vais à merveille, tout se passe bien. Alors, c'est à nous également de vous remercier d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de répondre à cette belle invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien laisser le soin à mon collègue Alexis Calambri de présenter de façon assez brève notre invité d'aujourd'hui. Alors, on a un invité vraiment atypique, iconoclaste, militaire, sorti de Saint-Cyr, promu à une belle carrière dans le métier des armes, qui subitement laisse tout tomber après avoir participé à un coup d'État, après avoir été ministre de la Défense et après avoir dirigé une grande école de formation au maintien de la paix, et qui laisse tout tomber pour aller à l'avant, pour aller descendre dans l'arène politique. Il est jeune, il est très jeune par rapport à tous ceux qu'il va côtoyer dans l'arène politique. Jeune par l'âge et jeune par l'expérience politique. Je pense qu'on aura vraiment de quoi dire. Je ne sais pas si M. Coulibaly pense que je dois dire plus sur sa présentation. Non, je pense qu'à ce stade, ça permet à beaucoup de gens d'identifier la personne et je pense que pour le moment, ça suffit. Merci. Monsieur Coulibaly, d'entrée de jeu, vous étiez mieux connu du grand public malien jusqu'aux événements de mars 2012. Quel a été votre degré d'implication dans le putsch contre ATT? Disons que les observateurs de l'époque ont bien compris que j'ai été là comme un régulateur. J'ai envie de dire, j'ai servi d'intermédiaire et d'interface entre la classe politique malienne de l'époque et puis les militaires qui étaient à Kati, mais en même temps entre la CEDEAO et les militaires à Kati. Mon rôle a été un rôle de facilitateur pour permettre ce qu'on a appelé après le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et c'est ce qu'on a réussi à faire entre le 22 mars et le mois d'avril. Je pense que le processus a été bien mené et qu'à la fin du processus, nous avons eu la démission du président ATT et l'investiture du président de l'Assemblée nationale qui était à l'époque le président Dioncounda. Oui, quel a été votre rôle justement dans ce processus qui a abouti, comme vous le disiez, à la démission du président, parce que on vous a beaucoup vu avec le médiateur Bassolé, on vous a beaucoup vu avec tout ce qui venait. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait dans ce cadre-là? Disons que quand il y a eu les événements du 22 mars, je crois que ça a pris tout le monde de court. Je pense que très peu de Maliens s'attendaient à ce chamboulement de la scène politique, de la vie politique. On s'est retrouvé avec un vide et il fallait trouver les ressources nécessaires pour combler ce vide. Est-ce qu'il fallait continuer avec une situation d'exception ou est-ce qu'il fallait trouver un mécanisme pour essayer de revenir à un ordre constitutionnel acceptable? Nous avons décidé, en accord avec la CEDEAO, en accord avec la classe politique, de revenir à un ordre constitutionnel acceptable pour tout le monde. C'est ce qui a conduit, comme je l'ai dit, à la démission du président, qui était dans une situation qui n'était plus acceptable pour beaucoup de Maliens. Et le président a accepté de démissionner et on a fait jouer la Constitution qui dit qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui prend le relais et c'est ce qui a été fait, en partenariat, en discussion avec la CEDEAO et la classe politique malienne.
quelles conséquences tirez-vous justement de ce malheureux épisode de l'histoire de notre pays, M. Coulibaly? Disons, il y a des leçons à tirer. Ça veut dire que notre démocratie est encore très fragile et que on n'a pas encore des institutions fortes, des institutions solides, et que dans le projet que je vais proposer aux Maliens, que nous allons proposer aux Maliens, nous ferons en sorte que nous ayons des institutions fortes, des institutions stables qui peuvent résister à toutes sortes de tentatives de prise de pouvoir par d'autres moyens que par le jeu démocratique. Monsieur Calambri. Oui, justement, vous parlez de ce que vous allez proposer avant. Justement, avec le recul, on a vu que le coup d'État contre ATT n'a rien réglé de ce que vous revendiquiez ou ce qui était mis en avant comme cause de ce coup d'État. Avec le recul, est-ce que vous le référiez? Si c'était à refaire. J'ai expliqué déjà sur un plateau de télé que le coup d'État ne peut pas être un moyen de transmission de pouvoir, c'est clair. C'est un événement qu'il faut regretter. Mais encore une fois, j'insiste, je dis, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, il y a eu un pourrissement de la situation politique, de la situation sociale. C'est ça qui a conduit au coup d'État. Donc, nous devons faire en sorte que nous ayons des institutions fortes, qu'on ait une société civile forte, qu'on ait des contrepoids assez solides pour nous permettre à chaque fois d'avoir un jeu démocratique qui convient à tout le monde. Alors, dans le même ordre d'idée, M. Coulibaly, 4 ans et 8 mois après, ATT revient à Bamako en héros à bord de l'avion présidentiel envoyé par Ibeka, justement. Le peuple malien n'a-t-il pas tranché quelque part en vous donnant tort? Non, moi je situe ça dans le cadre d'une réconciliation générale. Ce pays a besoin de réconcilier tous les enfants de ce pays, toutes les filles. Donc, si le retour du président ATT peut permettre de rassembler un peu plus l'ensemble du peuple malien, je trouve cela positif. Donc moi, je mets ça dans le cadre de la réconciliation nationale. Vous l'avez rencontré quand il est arrivé? Je ne l'ai pas rencontré ici, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'ai quitté le gouvernement. Ok, mais quels sont vos liens actuellement avec le capitaine Aya? Je l'ai dit à tout le monde, c'est un ami, il reste un ami, c'est des liens d'amitié qui nous lient depuis très longtemps et ces liens d'amitié vont continuer. Ah, mais il s'est dit que à la fin de la transition quand même que vos liens s'étaient distendus? Les gens veulent savoir dans les détails ce qui se passe entre nous. Les liens entre moi et Aya sont des très bons liens. Alors, Amadou Aya Sanogo, justement, et c'est quoi accusé, crie à l'injustice, M. Coulibaly, car il reste toujours en détention préventive dans l'affaire de l'assassinat des Bérets Rouges. Que faut-il comprendre dans cette impasse au sein de la justice malienne? Je fais confiance à la justice de mon pays. Je n'ai pas l'habitude de commenter des affaires qui sont encore en train d'être géré par la justice, mais je fais absolument confiance à la justice de mon pays. Ça fait partie des projets, de notre projet de société. Il faut une justice indépendante et nous allons continuer à suivre la justice de notre pays. Il y a certains qui disent que si ATT est revenu à un euro, pourquoi ne pas libérer Sanogo aussi? Comparaison n'est pas raison, je fais confiance à la justice de mon pays. Monsieur Calambri? Oui, monsieur le ministre, vous êtes également reconnu comme le jeune ministre de l'administration territoriale qui a organisé les élections qui ont fait venir Ibeka, 77%, avec quand même, disons, une goutte de... En fait, quelque chose qui a failli faire une crise, puisque vous disiez, si les tendances se maintenaient, il n'y aura pas de deuxième tour. Mais bon, quand même, tout s'est bien passé finalement. Peut-on dire que pour vous, c'était un coup d'essai qui a été un coup de maître? Et qu'est-ce que vous retenez de votre passage à la tête de l'administration territoriale? Disons que quand je suis arrivé à la tête de l'administration territoriale, j'avais très peu d'expérience concernant les élections, concernant l'administration du territoire. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes d'expérience qualifiées et qui se sont spontanément mis au service du département pour nous permettre de conduire la mission de gestion de l'administration du territoire, mais aussi la mission particulière qui nous a été confiée à l'époque, qui était l'organisation des élections. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Ce que je retiens, c'est que au niveau des différents départements, si nous décidons de mettre les gens au travail,
le travail se fait. Donc, ceux qui disent que l'administration malienne est fainéante ou paresseuse, je ne suis pas d'accord, j'ai eu l'expérience, je pense que les gens sont là et ne demandent qu'à travailler. Et il faut mettre les gens au travail et le résultat va suivre. Tout s'est très bien passé et j'ai eu une bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses au niveau du ministère. Je profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pendant cette période qui a été difficile. Les élections, il y avait beaucoup de tensions autour. Tous les camps pensaient que le ministère était d'un côté ou de l'autre. Nous avons essayé de faire le travail le plus proprement possible, le plus sincèrement possible, faire en sorte que le jeu soit le plus équilibré possible. Et je pense que le jeu a été juste et que voilà, les Maliens ont eu le droit de choisir et ils ont choisi leur président. On aura l'occasion, Monsieur Kalambri, de parler du parcours politique de Monsieur Coulibaly. Mais juste envie de savoir, vous étiez jusqu'en fin novembre le directeur général de l'école de maintien de la paix à Lune Blondin-Bey. Pourquoi aviez-vous démissionné de ce poste et pourquoi aviez-vous démissionné de l'armée? On a appris par la suite également que vous avez été simplement et purement radié des effectifs de l'armée. Disons, la radiation est un processus purement administratif. Tout militaire qui quitte l'armée est rayé des effectifs. Donc c'est purement administratif puisque en l'état actuel, le statut général des militaires ne prévoit pas un processus formel d'acceptation de la démission. Donc une fois que j'ai déposé ma démission le 30 novembre, l'administration militaire a été obligée de constater mon envie de partir. Et ensuite il y a un décret qui a été pris pour me rayer des effectifs. Donc ça c'est purement administratif. Pourquoi j'ai décidé de quitter l'armée? Je crois que le constat que nous faisons de la détérioration générale de l'état du pays saute à l'œil. Tout le monde le constate. Aujourd'hui, 9 Maliens sur 10 souhaitent un changement dans ce pays. Donc je dis, en tant que personne ayant eu une petite expérience au niveau de l'administration territoriale, ayant eu une expérience dans l'histoire politique récente du pays, je ne peux pas rester à l'écart, les bras croisés. J'ai envie de participer au débat, d'enrichir le débat, de proposer d'autres solutions aux Maliens. Je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas une fatalité et que nous pouvons améliorer la situation sécuritaire, le processus de paix peut avancer. Nous pouvons faire en sorte que nos enfants, nos jeunes frères aillent à l'école. Nous pouvons faire en sorte que nous ayons un système de santé performant. C'est pourquoi j'ai dit, je vais participer au débat, proposer avec des amis, avec toutes les bonnes volontés qui veulent aujourd'hui le changement au Mali, proposer un projet de société qui fait en sorte que tous les Maliens vont se retrouver, qui ait la paix et la stabilité dans ce pays. C'est pourquoi j'ai décidé de me donner tout l'espace qui va me permettre d'exprimer mon envie, mon projet et de participer pleinement au changement, à la transformation de la société malienne. Vous avez dit, excusez-moi, vous avez dit tout de suite dans votre passage que 9 sur 10 Maliens souhaitent un changement. Sur quelles données statistiques vous vous basez pour affirmer cela? Ici sur ce plateau, je sais que nous sommes 3 sur 3 à vouloir le changement dans ce pays. Je discute avec beaucoup de gens, beaucoup de Maliens. J'ai été à Caille, j'ai été à Koulikoro, on a fait tous les cercles. Je suis à Bamako, je suis en contact avec beaucoup de milieux à beaucoup d'endroits. Le constat général, c'est que les gens ont envie de paix, les gens ont envie de stabilité dans ce pays, les gens ont envie de progrès économique, les gens ont besoin de se faire soigner, les enfants ont envie d'aller à l'école, mais toutes ces opportunités manquent aujourd'hui au Mali. Kalambri. Monsieur le ministre, vous avez lancé justement votre mouvement le 20 janvier dernier. Oui. J'imagine que ce n'est pas innocent, le choix de la date. Mais ensuite, réellement, qu'est-ce que vous cherchez en choisissant cette date, surtout que ce lancement a déjà fait une victime, la personne du maire de la commune 6, puisque est-ce qu'on peut savoir à peu près pourquoi le choix de la date, mais quelle est l'histoire en dessous qui a fait que on vous a refusé un stade pour que vous vous retrouviez en commune 6? Disons, ceux qui nous ont refusé le stade, c'est eux qui peuvent expliquer en détail pourquoi ils nous ont refusé le stade. Nous considérons que le stade du 26 mars est un lieu public qui peut permettre beaucoup de manifestations. Nous avions décidé d'aller faire notre grand meeting de lancement au stade du 26 mars parce que nous considérons que c'est l'espace public le plus grand de Bamako. Nous avions invité tous les Maliens de l'intérieur de Bamako et de l'extérieur. Nous comptions sur plus de 100 000 personnes. C'est pourquoi nous avons souhaité aller faire ça au stade du 26 mars pour des questions d'espace tout simplement. Nous avons fait les démarches nécessaires pour nous assurer de la disponibilité du stade. C'est seulement après que nous avons annoncé, fait les affiches, les communiqués pour inviter les gens au stade du 26 mars.
à notre grande surprise, on nous a envoyé une correspondance pour nous refuser et nous retourner la caution que nous avons payée pour la location du stade. Et la raison officielle évoquée est que le stade n'est pas utilisable. On a fait le constat, nous pensons que ça a été un refus tout simplement. Pour quelles raisons? C'est les responsables qui ont décidé de ça, le ministre des Sports, le Premier ministre et le Président de la République, c'est eux qui peuvent donner des explications. Nous voulons rassembler les Maliens, nous voulons unir les Maliens, nous avons décidé de trouver un autre endroit et finalement c'est le terrain de Mayambougou qui est un des terrains les plus dégagés de Bamako. Nous avons décidé de faire là-bas. Nous avons demandé l'autorisation au maire de la commune 6 qui nous a accordé l'autorisation. Tout s'est très bien passé. Et malheureusement, comme aujourd'hui le pouvoir a décidé de taire toute contestation visant à proposer autre chose aux Maliens, à faire le constat du bilan désastreux des 4 années et demie, bientôt 5 années. Donc tout ce qui peut permettre aujourd'hui de proposer autre chose aux Maliens est considéré comme pas bon par le pouvoir en place. Donc je pense que c'est une tentative de museler toutes les forces du changement. Mais aussi le constat est qu'avec ça, nous constatons directement que la démocratie malienne est en danger. Et qu'il est urgent que toute personne aujourd'hui qui pense que la survie de la nation malienne passe par une bonne démocratie, une vraie démocratie dans notre pays, toutes ces personnes doivent se lever pour faire ce combat. Alors, M. Coulibaly, la démocratie malienne peut être en danger, hein, mais nous, notre travail consiste à faire des investigations également. Moi, personnellement, je me suis investi et j'ai dû appeler. Alors, le motif du refus, pensez-vous que c'était lié à votre personne ou parce que tout simplement, il y avait peut-être une indisponibilité du stade parce qu'on nous aurait dit que le 20 janvier est une date quand même anniversaire. Vous êtes jusque-là, enfin, vous êtes ancien général, hein, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de l'armée malienne et que l'État peut avoir besoin de toutes ces infrastructures pendant les jours fériés. Ah, bien évidemment, nous avons fait une demande. Et si le stade était disponible, il était loisible aux responsables du stade de nous dire tout simplement que le stade n'est pas disponible. On n'aurait pas fait de communiqué, on n'aurait pas fait d'affiche pour inviter les gens au stade. C'est ce qui nous aurait été on a fait notre demande, on a payé, on nous a donné l'autorisation et c'est en ce moment qu'on a commencé à communiquer. Pensez-vous une seule seconde que nous allons nous mettre à faire des affiches, à communiquer sur le lieu de notre manifestation sans nous garantir la disponibilité de ce lieu? Ce serait quand même un peu pas très intelligent de le faire. Absolument. Nous avons fait la demande, nous avons payé et on a remis, et quand j'ai fait le point de presse, on a remis les documents aux journalistes. Ces documents sont disponibles. Donc, et si le stade n'était pas disponible, il suffisait tout simplement de nous dire le stade n'est pas disponible, on allait chercher un autre endroit. Monsieur Calambri? Oui, votre candidature, parce qu'il est évident que vous êtes candidat, est-ce que ce n'est pas un passage en force? Parce qu'on ne vous a pas vu venir, sur quoi vous comptez? Disons que, comme j'ai dit, j'ai envie de participer au débat, j'ai envie de proposer autre chose aux Maliens. Je suis convaincu, comme beaucoup d'autres Maliens, que ce qui nous arrive aujourd'hui, nous pouvons agir sur ça positivement, faire en sorte qu'il y ait la paix et la sécurité ici au Mali. Donc j'ai envie de proposer avec des amis, avec beaucoup de bonne volonté, un projet de société qui va nous permettre de sortir de la crise. Parce que pour moi, depuis 2013, depuis l'élection du président Keïta jusqu'à maintenant, les maigres acquis qu'on a eu pendant la transition, on les a perdus. On a même reculé sur le dossier de la sécurité, sur le dossier du processus de paix, sur l'école, sur la santé. Et aujourd'hui, on s'est dit, on ne peut pas s'asseoir et regarder et croiser les bras. Donc j'ai dit, nous allons proposer, ce sera aux Maliens de choisir quel est le meilleur projet qui conviendrait pour le Mali dans les 5 années à venir. Vous serez le candidat de l'armée alors? Si je suis soutenu par l'armée, ce serait très bien, mais je souhaite être soutenu par l'ensemble du peuple malien, pas seulement l'armée, parce que ce que nous voulons, c'est un projet qui convient à tous les Maliens, pas seulement à une seule institution. Oui, mais déjà au niveau de l'armée, est-ce que vous êtes assuré d'un soutien? Quel était votre poids réel au sein de l'armée? À ce stade, le projet que nous proposons ne s'adresse pas à une seule institution. Ce projet s'adresse à tous les Mali. Et j'espère avoir le soutien et de l'armée, mais aussi de tous les autres corps
socio-professionnelle de la République. Vous ne bénéficiez pas d'un parti, par exemple, de la taille du RPM, de l'ADEMA ou même de l'URD, mais en revanche, on sait que vous avez une plateforme. Est-ce que vous comptez réellement sur cette plateforme pour fédérer et ensuite espérer remporter ce scrutin? Nous avons mis en place la plateforme, ça avance bien. À l'intérieur, nous avons beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques, beaucoup de clubs de soutien, mais aussi beaucoup d'individus qui travaillent jour et nuit pour nous permettre d'avancer dans le projet que nous essayons de mettre en œuvre. Et nous allons continuer à aller chercher toutes les bonnes volontés qui existent au niveau de tous les partis, que ce soit de la majorité, de l'opposition ou du centre, mais aussi toutes les personnes qui n'ont jamais fait de politique, mais qui aujourd'hui se disent il faut qu'on essaie autre chose pour ce pays, pour qu'on puisse sortir de la crise. Et on est au tout début, ça commence à prendre corps, ça avance doucement, mais sûrement, nous comptons pouvoir jouer les premiers rôles au mois de juillet prochain. Vous avez des promesses d'adhésion? Nous avons déjà beaucoup d'adhésions, et je pense que nous allons avancer et pouvoir jouer les premiers rôles au mois de juillet. Alexis. Oui, monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que vous avez déjà commencé à sillonner le pays au vu de la réalité du terrain. Connaissant l'administration, ayant été au sommet de l'État, est-ce que vous pensez qu'on est à même de pouvoir faire nos élections le 29 juillet comme annoncé par le Premier ministre? Il est souhaitable qu'on ait les élections au mois de juillet, parce que sans élections, ce serait difficile de prévoir une autre solution pour la continuité soit du pouvoir en place ou le remplacer par un autre système. Donc je souhaite vivement qu'on ait les élections au mois de juillet. D'ailleurs, nous, au niveau de la plateforme, nous souhaitons qu'on n'ait pas les élections intermédiaires pour que l'administration puisse se consacrer et se concentrer uniquement sur l'élection présidentielle. On peut se passer des élections intermédiaires, mais pour moi, et à ce stade, on ne peut pas se passer de l'élection présidentielle. Les conditions sont difficiles, les conditions sécuritaires, les conditions matérielles, mais nous pensons que avec l'engagement de tout le monde, en particulier l'administration, nous pourrons faire une élection qui peut être acceptable pour tout le monde. Peut-être qu'on n'aura pas le même standard que les élections qu'on a eues en 2013, mais je pense que seules les élections nous permettront de ne pas tomber dans une autre crise institutionnelle qui va être peut-être plus compliquée que la crise de 2012. Difficile donc d'imaginer un report. Impossible. Je souhaite vivement qu'on ait les élections au mois de juillet. Nous, en tant que plateforme, nous faisons la sensibilisation, nous travaillons pour que tout le monde accepte le processus électoral malgré les difficultés qui existent. Je pense qu'à ce stade, nous, au niveau de la plateforme, nous serons d'accord qu'on aille aux élections, même si les conditions d'organisation peuvent être difficiles et compliquées. Oui, monsieur le ministre, au-delà des conditions d'organisation, il y a des sujets qui fâchent, comme le fichier qui n'est pas expurgé selon certains, comme des cartes NINA qui auraient disparu, qui sont dans la nature. Quand on parle de ces sujets avec vous, on parle à un converti. Est-ce que vous pensez que quelque part ça pourrait faire la différence? Je pense qu'une façon de mettre tout le monde d'accord sur le processus électoral, c'est d'associer tout le monde dès le départ. Constituer des commissions ou comités où les partis politiques, la société civile, beaucoup d'entités peuvent être représentées pour permettre de suivre au jour le jour et la préparation du processus électoral. Donc si tout le monde est présent autour de la table, je pense que ça va éviter beaucoup de suspicions, ça va éviter... tout le monde va avoir confiance au processus. Je pense qu'il faut jouer sur la transparence, mais maintenant les petites difficultés qu'ils peuvent avoir, ce serait difficile de les éviter avant le mois de juillet. Monsieur Coulibaly, vous l'avez dit dans votre passage, vous avez déjà commencé à sillonner le Mali en profondeur. Est-il envisageable d'aller au centre dans un premier temps et puis au nord où on sait que c'est pas gagné? D'avance, déjà, tout le monde se rappelle du malheureux épisode de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Envisagez-vous d'aller à Kidal? Nous avons commencé une tournée dans les différentes régions du Mali. Nous avons commencé il y a 2 semaines par la région de Kayes. Nous avons continué la semaine dernière avec la région de Koulikoro. Nous allons continuer cette semaine avec Sikasso. Nous envisageons de nous rendre dans les 10 régions du Mali pour expliquer notre projet, parler directement aux populations. Puisque nous disons notre projet s'adresse à tout le Mali sans distinction de religion, de communauté,
d'appartenance politique, il est de notre devoir, de notre responsabilité de faire en sorte que nous nous adressions à tous les Maliens sans exception. Donc nous prévoyons d'aller à Ségou, d'aller à Massina, d'aller à Nyono, d'aller à Kidal, d'aller à Minaka, d'aller à Taoudeni, d'aller sur l'ensemble du territoire national pour porter le message, discuter directement avec la population et proposer les solutions que nous avons pour nous permettre de sortir de la crise. Sur ce sujet? Oui, justement, avec le fait que vous sillonnez, vous palpez vraiment la réalité de la situation sécuritaire. Vous, Président, comment vous entrevoyez de pouvoir gérer ces questions-là? La question sécuritaire est une question qui va nécessiter plusieurs types de solutions. Il y a un volet purement policier et militaire qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir renforcer et accélérer le processus de réforme de notre système de défense et de sécurité. Et on va aller vers une nouvelle armée et puis une nouvelle police basée sur de nouvelles composantes qui nous permettront de réagir rapidement à un certain nombre de menaces, mais aussi d'avoir des unités spécialisées qui feront face aux nouveaux types de menaces. Donc, à côté de ce volet purement militaire, il faut un volet institutionnel, c'est-à-dire renforcer et accélérer les réformes institutionnelles qui ont été annoncées depuis très longtemps, mais aussi un volet développement. Un volet développement. Et j'ai commencé à faire le tour. Et sincèrement, il y a beaucoup de localités qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin d'écoles, qui ont besoin d'infrastructures de base. On ne peut pas laisser ces localités dans ces conditions. Donc il est urgent qu'on essaie d'accentuer le volet développement pour être sûr qu'il y a une vraie intégration au niveau national et permettre à chacun de se sentir élément constitutif de la nation malienne. Mais, monsieur le ministre, si vous me permettez, vous avez été ministre de IBK. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vos relations se soient détériorées aussi vite pour que vous soyez candidat contre lui? Oh, quand j'ai été ministre, je pensais pouvoir servir mon pays. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai été chassé du gouvernement et j'ai compris depuis là que cette équipe n'était pas là pour servir le Mali. Cette équipe est là pour se servir et le constat, nous le faisons maintenant. Tous les sujets qui intéressaient les Maliens, qui étaient avancés, amener la paix, la sécurité, avoir une prospérité économique, rien n'a été fait. Mais par contre, le président s'est arrangé à avoir tout ce que lui voulait avoir pour lui-même. Donc, définitivement, je fais le constat et nous avons la certitude que cette équipe, et sa première mission, c'est de se servir et non servir la nation malienne. Donc moi, ma mission a toujours été d'essayer de servir le peuple malien. Donc je ne peux pas travailler avec une équipe qui est là tout simplement pour se servir. Pourtant, le président IBK défend bec et ongle son bilan en se basant sur son programme présidentiel d'urgence sociale. Et c'est d'ailleurs à ce titre que ses partisans le sollicitent pour briguer un second mandat. Alors, les avancées en matière de bonne gouvernance sont-elles perceptibles à votre avis? Absolument pas. Ils sont dans le discours. Vous êtes catégorique? Je suis catégorique, tout le monde peut le constater. Il n'y a aucun progrès dans aucun domaine. Le Mali a reculé de je ne sais pas combien d'années. Et pourtant, l'économie tourne. Oh, l'économie tourne pour les gens du système, pour le président et ses amis et son entourage. Sinon, l'économie ne tourne pas du tout. Allez-y au marché et demandez aux opérateurs économiques combien de gens ont fermé boutique. Ceux qui avaient 100 employés, ils sont peut-être maintenant à 10 ou 5. Donc, je ne peux pas dire à ce stade que l'économie tourne vraiment. Ça tourne pour certaines personnes peut-être. Monsieur le ministre, est-ce que votre tournée n'est pas fonction du président? Il a fait la région de Caille, vous êtes allé après lui, il est maintenant, il va à Koutiala et Sikasso et vous partez à Koutiala. Est-ce que vous n'êtes pas en train de passer après lui? Non, non, absolument pas. Nous avons décidé de faire la tournée des régions dans l'ordre de numérotation des régions. Nous avons commencé par Caille. Si nous nous sommes retrouvés au même moment dans la même région, je pense que c'est plus une coïncidence qu'autre chose. Nous allons continuer à nous adresser aux Maliens. Nous n'avons pas le même agenda et je ne pense pas que ça pose des difficultés particulières. Alors, M. Koulibaly, mon équipe me signale qu'on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission. C'est 26 minutes, extensible à 30 minutes. Malheureusement, on ne peut pas tout dire. Mais rapidement,
Quel modèle de gouvernance pour un Mali meilleur? D'abord, il faut faire ce que la démocratie dans tout pays recommande, la séparation des pouvoirs. C'est ce qu'il faut réussir d'abord. C'est ce qui n'est pas fait dans notre pays. Ce qui fait qu'on a un mélange de genres. On ne sait pas qui fait quoi, qui doit faire quoi. Nous allons commencer à renforcer notre démocratie en ayant une vraie séparation des différents pouvoirs. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on va équilibrer et pouvoir contrôler beaucoup de choses dans ce pays. Monsieur Alexis, un dernier? Oui, peut-être demander à Monsieur le ministre, déjà qu'il est dans l'arène, Oui. Quelles sont ses premières impressions d'homme politique? Disons que ça demande beaucoup d'engagement personnel, beaucoup de conviction. C'est pas un terrain facile, mais nous sommes absolument déterminés à apporter le changement ici au Mali au mois de juillet à travers l'élection présidentielle. C'est pourquoi nous invitons tous les Maliens, l'ensemble des Maliens, à s'approprier le projet que nous allons proposer pour que tous ensemble, les Maliens du Nord, du Sud, d'Est, Ouest, appartenant à différents partis politiques, à différentes associations, et vivant au Mali, hors du Mali, à se rassembler autour du Mali pour nous permettre de sauver le Mali. Général. Ou ex-général, on va dire ex-général. C'est pratiquement la fin de cette émission. Auriez-vous quelque chose d'autre à rajouter en guise de dernier mot? Non, inviter tous les Maliens, comme j'ai dit, à comprendre que l'avenir du Mali est entre les mains des Maliens. Le Mali ne sera que ce que nous, Maliens, nous allons décider d'en faire. Et nous pouvons faire de ce pays un beau pays, un pays où il y a la paix et la sécurité. Et donnons-nous les moyens pour que ce travail commence dès le mois de juillet prochain. Merci beaucoup. Voilà que cette émission touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de remercier mon collègue Alexis Calambri, directeur de publication du journal Les Échos. Alexis, merci d'être venu. Merci également à notre invité. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez appris en 26 minutes, disons en une demi-heure, beaucoup de choses sur Monsieur Moussa Sinko Coulibaly. On vous remercie de votre constante fidélité et on se dit à très bientôt pour un autre numéro.